Donc nous allons commencer et je vous souhaiter à tout le monde la bienvenue pour cette première journée des Grands Lacs. Et avant d'aller plus loin dans l'introduction du thème, je voudrais passer la parole à Marie-Cécile Camp, qui est collaboratrice du ministre Ancio et qui est justement chargée au cabinet des relations avec les ASBL, notamment africaines. Marie-Cécile, vous avez la parole. Bonjour, je vais m'exprimer en quelques mots en néerlandais parce que nous sommes dans un centre culturel flamand qui nous ont fait ce plaisir de nous prêter cet endroit. Dus wij komen hier bijeen in de VCA, namelijk Vlaamse Centrum voor Amateurkunsten. Wij zijn ook in Brussel. Daarom wens ik u jullie allemaal welkom vandaag. Donc ce que je viens de dire, c'est que nous nous trouvons donc effectivement au VCA. Et comme nous sommes à Bruxelles et que Bruxelles est aussi bilingue, il ne faut pas l'oublier, je vous souhaite à tous bienvenue en français et en néerlandais. La séance peut s'ouvrir, on peut commencer. Voilà. Première journée des Grands Lacs. Alors cette journée veut aussi commémorer les indépendances de la Belgique, 175 ans, c'est pas mal, celle de la République démocratique du Congo, 45 ans, celle du Rwanda et du Burundi, 43 ans. Alors cette journée, elle a pour but de rassembler un ensemble de personnes qui ont une partie de leur histoire commune, et ce, à la fois à travers le partage d'une réflexion et surtout à travers le partage de fêtes, d'une fête, des festivités de ce soir. Bien entendu, il pourrait y avoir des amertumes qui auraient pu s'exprimer. Mais le but de cet organisateur, c'est d'essayer de faire de cette journée un lieu qui ne sera pas un lieu d'expression de ces amertumes, mais bien une journée tout à fait positive et constructive. La FEDA s'efforce depuis 10 ans d'œuvrer pour le retour de la paix dans une région, pour une paix durable basée sur la coopération et un développement équilibré, pour un dialogue dans la tolérance et la non-violence. La Belgique, elle s'est positivement impliquée dans la recherche de la paix et dans la coopération au développement. Et les ressortissants de cette région des Grands Lacs qui résident en Belgique, ils aimeraient contribuer également à cette coopération. Alors la partie que nous allons entamer à présent a pour thème la coopération au développement, et ce en 2 axes. D'abord, l'apport des acteurs belges, c'est-à-dire mieux connaître la coopération belge dans la région des Grands Lacs et sa finalité. Et d'autre part, l'apport des migrants en faveur de leur pays d'origine, c'est-à-dire envisager de quelle manière les migrants peuvent contribuer à rendre cette coopération encore plus efficace. Alors, pour en avoir discuté avec les organisateurs de cette journée, j'ai cru comprendre qu'ils attendent de la journée d'aujourd'hui des réflexions qui devraient permettre aux différents acteurs, notamment aux migrants, de voir comment on pourrait arriver à des objectifs concrets, tels que, par exemple, améliorer davantage les relations belgo-congolaises, rwandaises, burundaises. Comment favoriser les échanges culturels dans les 2 sens entre la Belgique et ses ex-colonies. Comment donner davantage d'impulsion aux associations culturelles pour soutenir la coopération interculturelle. Également des objectifs comme, pourquoi pas, initier un forum regroupant les ressortissants des Grands Lacs qui vivent en Belgique et qui souhaitent apporter leur contribution sous forme, par exemple, de recommandations qui pourraient être transmises aux ministres compétents. Tels que lancer un avant-projet pour encourager des microcrédits, donc des prêts faits aux petites entreprises ou des projets socioculturels aux populations de base. Ou encore tels que créer une cellule migrants coopération, comprenant à la fois des experts de la société civile et de la coopération. Alors je ne vous cache pas qu'un des espoirs des organisateurs de cette journée, c'est qu'elle puisse avoir lieu de manière régulière et pourquoi pas une fois chaque année. Alors pour atteindre les objectifs de cette journée,
qui, je vous rappelle, se veut être constructive et positive, les associations ont demandé à un nombre important de personnalités d'y contribuer. Alors, ils ont demandé la présence du ministre Armand de Decker, qui s'est excusé hier soir, parce que je ne sais pas si vous avez lu notamment la carte blanche qu'il y a dans la Libre Belgique ce matin. En fait, il y a une réunion importante des Nations Unies à New York qui a lieu dans quelques jours, qui a justement pour thème la coopération, avec pour but de réduire la pauvreté en Afrique centrale. Et c'est ce à quoi il doit se consacrer aujourd'hui absolument pour préparer ce dossier-là. Il travaille aussi pour nous, même s'il n'est pas présent ici, puisque là où il sera aux Nations Unies, eh bien justement, il aura à défendre ces dossiers d'Afrique centrale et la région des Grands Lacs. Il nous a envoyé un collaborateur proche, qui est à côté de moi, M. Pierre-Paul Vink, qui est chargé auprès du ministre, justement, de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs. Alors, M. Vink est professeur à l'université. Il a été 30 ans en Afrique, dont 10 ans à Kinshasa. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Marie-Claire Ruamia, qui est membre de la société civile et ressortissante de la région des Grands Lacs, qui, elle, nous présentera la problématique de la coopération au développement Nord-Sud, et en particulier le cas des Grands Lacs. Nous aurons Antoine Nietera, historien-chercheur, qui nous apportera un témoignage, mais aussi, et évidemment ça ne sera pas évident pour lui, de tracer un peu l'histoire en seulement 10 minutes qui lui sont imparties. Les orateurs suivants, je suppose, qui vont nous rejoindre dans un instant, il y aura Bertin Mampaka, député bruxellois, qui lui abordera la coopération avec les ex-colonies belges. Nous aurons Dominique Weert, ancien secrétaire général du CNCD, qui nous parlera des échanges Nord-Sud et de l'action au niveau local. Marie-Cécile, qui est là, qui va nous rejoindre sur le podium dans un instant. Cam, qui est collaboratrice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au cabinet du ministre Ancio, et qui abordera comment développer un partenariat équilibré avec la Belgique. Guylaine Molaï, que je sais qui est là, déjà présidente de l'ASBL Espace Impulse, nous parlera de l'apport des migrants en faveur de leur pays d'origine. Isabelle Durand, sénatrice, abordera comment devrait être la coopération au développement au futur. Bob Kambamba, professeur d'université expert de la reconstruction du Congo, nous reparlera, lui, de la reconstruction de la région des Grands Lacs par l'aide de la coopération au développement. Et Gisèle Mandela, secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées, abordera, elle, l'engagement des jeunes, perspectives et pistes d'avenir pour la promotion de la coopération au développement via l'interculturel. Et nous espérons que Sabine de Béthune pourra nous rejoindre pour le mot de conclusion. Voilà. Alors, je voudrais tout d'abord passer la parole à Marie-Claire Ruamia pour nous présenter la problématique de la coopération au développement Nord-Sud. Marie-Claire Ruamia, vous avez la parole. Et qui, ensemble, voudraient alors œuvrer pour que nos pays puissent retrouver la paix et s'orienter vers un développement durable et favorable aux populations de nos régions. L'état qui m'est imparti ne me permettra évidemment pas de livrer une réflexion approfondie et large sur la problématique de la coopération et du développement. Je demanderai donc votre indulgence et votre compréhension pour accepter que je me contente ici de relever l'un ou l'autre point qui devrait ouvrir différentes pistes de réflexion sur cette problématique de la coopération et du développement. Je parlerai donc très succinctement et de manière plutôt libre de la coopération et du développement en évoquant 3 points. Le sens et la finalité de la coopération et du développement, ses objectifs, les conditions de son efficacité et peut-être un tout petit mot sur la question des stratégies qui pourraient soutenir au mieux les processus du développement
développement et donc de la coopération. Alors, tous ces points du sens de la finalité ou des objectifs de la coopération et développement, je partirai ici de l'idée que la coopération et développement n'est pas une œuvre de bienfaisance. Il s'agit pour moi d'une démarche basée sur la solidarité humaine, dès lors que ceux qui choisissent et acceptent de coopérer admettent que la destinée humaine s'inscrit dans un registre et dans un schéma d'interaction et d'interdépendance qui fait que la vie et l'épanouissement, même individuel, sont liés à la vie et aux capacités existentielles des autres humains. Pour parler concrètement, je peux donner un exemple en disant que la pauvreté extrême des uns peut tellement peser sur la richesse des autres jusqu'à ce que finalement tout le monde y laisse des plumes, comme on dit. Donc la coopération au développement est un processus, une dynamique dans laquelle il ne devrait pas y avoir ni gagnant ni perdant, mais plutôt un schéma d'interaction dans lequel les intérêts des uns et des autres sont équitablement pris en compte et garantis de part et d'autre dans une relation de respect mutuel. Je crois savoir que la Belgique a fait le choix d'une telle philosophie dans sa politique de coopération au développement, en fixant comme enjeu et objectif premier l'amélioration des conditions de vie de la majeure partie de l'humanité par la lutte contre la pauvreté et la contribution à l'émergence de sociétés plus démocratiques. C'est dans cette perspective, d'ailleurs, qu'a été définie la loi du 25 mai 1999 qui relève les éléments qui doivent être à la base de la coopération belge. Et parmi ces éléments, on peut indiquer à titre exemplatif la question du partenariat qui entend faire de la coopération une affaire entre partenaires placés sur un pied d'égalité, la notion du développement humain durable, la notion de pertinence au développement qui s'appuie sur les critères définis par le comité d'aide au développement de l'OCDE, et ces critères étant la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact sur les bénéficiaires et la viabilité des projets. Disons donc que c'est la dimension humaine qui donne sens à une coopération qui se veut efficace et efficiente. Je pense que je ne fais pas d'injure à la Belgique en considérant que malgré son choix philosophique, ses efforts de coopération n'ont pas donné les résultats escomptés, en tout cas pas dans nos pays, et que même bien souvent, on pourrait se demander si l'être humain est réellement l'objectif central de la coopération belge au développement, surtout dans notre région. L'argument de l'être humain reste effectivement annoncé, mais les réalités du terrain sont telles que d'autres enjeux sont venus biaiser les choix et les orientations des actions de la coopération, de manière que malgré les efforts considérables et d'investissements énormes, les populations ne voient rien venir, mais au contraire, elles voient se multiplier les situations dramatiques qui les rendent à l'état extrêmement vulnérable et à l'état de sous-hommes. Pour redonner sens et crédibilité à la coopération belge et pour lutter efficacement contre la pauvreté, les stratégies de coopération mises en place par la coopération devraient plus et mieux tenir compte des populations à la base en adaptant ces stratégies à la réalité du terrain et en mettant une certaine cohérence dans la réalisation des actions de coopération et du développement. L'efficacité et l'efficience de la coopération suppose aussi pour moi que l'on soit capable de peser et d'assumer les erreurs pour mieux réorienter le processus en acceptant de les soumettre à une éthique appropriée, l'éthique que j'appelle une éthique de responsabilité et qui conditionne les partenariats tels que le prévoit la politique belge de la coopération et développement. Alors très rapidement, puisque notre temps est vraiment très calculé, je vais parler des conditions de l'efficacité de la coopération. Je dirais pour ce point qu'il faut considérer la coopération au développement comme une dynamique évolutive qui s'inscrit dans une dimension spatio-temporelle. Une telle dynamique ne peut pas aboutir
ne peut aboutir que si les bénéficiaires constituent l'élément central et déterminant des actions. En ce qui concerne notre région, cet élément essentiel n'est pris en compte que de façon formelle et les résultats de la coopération s'en ressentent. Les différents schémas proposés aux populations, malgré elles, ne semblent pas toujours répondre aux attentes de la majeure partie de nos populations. Je prends ici le risque de dire que c'est une grave erreur de croire que notre région va se développer parce que certaines individualités dans la région trouvent leur compte dans la manière dont la coopération est programmée et menée. On me dira que la critique est facile dans ma bouche si j'ajoute qu'une coopération par essai et erreur ne peut pas être efficace ou efficiente, et surtout quand parfois est menée une politique de l'autruche qui se voile la face tout en essayant de sauver la face. C'est injuste pour les populations de notre région et pour les Belges qui croient à la solidarité humaine. Oui, le Burundi s'inscrit dans un schéma d'espoir pour la région, mais est-ce suffisant pour notre région? Quid du Congo, pour qui la transition est devenue le seul mode de gouvernement et pour qui les foyers de guerre et de déstabilisation n'ont jamais cessé d'exister depuis plus de 10 ans bientôt? Est-ce que cette fois, l'immense investissement de la Belgique dans le processus électoral va servir à la bonne cause, à savoir l'avènement d'une démocratie réelle et donc un démarrage vers un développement durable? Comment la coopération se comportera-t-elle face aux intérêts partisans et individuels et extraterritoriaux qui se manifesteront? Et quant au Rwanda, dont on connaît l'histoire dramatique, et j'espère, vraiment nous espérons tous que plus jamais ce qui s'est passé là-bas ne reviendra, ne se reproduira. Quant au Rwanda, dont on connaît l'histoire dramatique, et dont aujourd'hui la population, pour moi en tout cas, est désormais divisée par la force des choses et par le manque de volonté d'aller dans une dynamique constructive. Et donc les populations sont divisées en victimes perpétuelles qui auraient tous les droits d'une part et d'autre part un mauvais bourreau éternel condamné collectivement à perpétuité et d'avance et qui ne devrait plus jamais avoir droit au chapitre. Comment la coopération va essayer de corriger cela pour que toute la région puisse revivre et respirer l'air d'un développement durable et épanouissant pour tous? Comment la coopération belge va lever ces défis qui l'attendent dans nos 3 pays, sans accepter de se remettre en question pour conduire une coopération de développement adaptée aux réalités de cette région, qui a besoin d'une paix totale et durable et de justice pour que le développement puisse en fait avoir un sens. La coopération et le développement puissent avoir un sens. Je ne m'étendrai pas plus sur cette question des conditions d'une coopération efficace, où il apparaît clairement que la paix, la sécurité, la démocratie, la justice, la participation populaire sont des conditions sine qua non pour une bonne coopération. Alors, dialogue politique et bonne gouvernance sont aussi des termes qui viennent très souvent lorsqu'on parle de la coopération et développement. Il y aurait des choses à dire là-dessus, sur ces 2 concepts, mais sans doute que les représentants des ministres nous en parlera, je l'espère en tout cas. Et alors, très très rapidement, pour satisfaire mon amie Béatrice, sur la question des stratégies. Alors, vraiment très rapidement, les stratégies qui peuvent influer positivement sur la coopération et le développement et sur celui-ci. À mon avis, il devrait être réfléchi en fonction du fait que les défis majeurs d'une coopération aujourd'hui est celui de lutter contre la pauvreté, voire de l'éradiquer. Mais ceci n'est possible que si certains domaines spécifiques sont pris comme priorité dans les actions à mener, et l'on pensera ici à des domaines comme celui de l'éducation et donc de l'enseignement et de la formation, la santé, l'égalité de chance entre les hommes et les femmes,
la prévention des conflits et la consolidation des sociétés, la protection de l'environnement et d'autres éléments comme voilà ce que je peux vous livrer. Alors je pense que ce schéma d'une vision de la coopération que j'ai tracée, très succincte sans doute, mais je pense qu'il peut nous permettre de reposer des questions et nous en aurons à poser sans doute aux représentants du ministre. Si nous essayons ensemble de trouver des solutions là-dedans, je pense qu'on peut y arriver. Et je vous assure que je suis venue aussi avec la volonté de dire que cette journée est une journée positive et que c'est de ce positif que peut naître la capacité d'aller de l'avant et de construire nos pays. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre-Paul de Vigne, qui est donc représentant du ministre Armand de Decker. Cela ne va pas être facile, après l'exposé de Marie-Claire Rouhamia, de prendre la parole. Le ministre est au regret de ne pas avoir pu participer à la rencontre d'aujourd'hui. Ce n'est que fort tard hier soir qu'il m'a demandé de le remplacer, en insistant qu'il attachait une grande importance à une réunion qui regroupe des représentants ici en Belgique des 3 pays qui comptent le plus pour la coopération de la Belgique. La République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, cités dans le désordre. Il n'y a pas de hiérarchie dedans. Personnellement, j'ai été très touché par sa demande parce que j'ai passé ma prime enfance à Calémier, au bord du lac Tanganyika. J'ai passé l'essentiel de ma carrière en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et qu'actuellement, au cabinet de M. de Decker, je suis en charge des dossiers tout particuliers de la RDC, du Burundi et du Rwanda. Le fait de tenir cette réunion dans une salle, et j'ai entendu la première personne qui s'est exprimée en néerlandais, en ik zal ook de eigenaars van de zaal bedanken. Le fait de tenir une réunion dans cette salle souligne une dimension bilingue. Le fait de nous réunir tous ensemble, 3 pays d'Afrique des Grands Lacs et la Belgique, souligne plus que du bilinguisme, un multilinguisme couplé de multiculturel. Je trouve que tout cela est fort symbolique. Le voyage de M. le ministre à une réunion très importante concernant les objectifs du millénaire, c'est-à-dire des grands objectifs pour le développement mondial qui sont discutés au plus haut niveau des instances internationales des Nations Unies, regroupe des représentants du monde entier. Donc cette dimension multiculturelle et multilingue est encore plus représentée. Au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, Mme Rouhamia a posé les jalons de ce que pourra devenir la réunion aujourd'hui. Je voulais simplement préciser que, d'une part, pour la coopération belge, si nous devions supprimer tous les pays avec lesquels nous participons en matière de coopération et développement, les seuls qui resteraient certainement sont les pays de l'Afrique des Grands Lacs. La raison pour laquelle nous le faisons, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a différentes explications, certainement des liens affectifs. Et je vais reprendre des mots de la personne qui m'a précédé. Ce sont des liens entre êtres humains, et des liens qui ne peuvent pas se balayer ainsi. Ce sont 3 pays qui actuellement connaissent des mécanismes que l'on pourrait qualifier de stabilisation, même si nous savons tous, puisque nous sommes tous informés, que ce n'est pas facile tous les jours et que tout n'est pas encore solutionné. Il n'empêche que ce qui est très important, c'est de réussir des processus électoraux et de pouvoir quitter une période que l'on appelle en RDC la période de la transition. Comme la personne qui m'a précédé l'a souligné, la Belgique est un pays très particulier dans le sens où elle a une loi sur la coopération au développement. C'est donc une loi qui explique comment la Belgique aborde le développement.
Et dans cette loi, effectivement, des grands principes ont été mis en évidence, et ces principes sont l'état de droit, la démocratie, le respect du droit de l'être humain. Vous allez certainement discuter sur la meilleure manière pour permettre à la coopération d'intervenir dans le développement de ces trois pays. Je voudrais souligner que la Belgique n'est pas seule. Il y a le Rwanda, le Burundi et la RDC qui sont directement impliqués. La Belgique n'est pas seule et ces trois pays ne sont pas seuls non plus. Il y a la communauté européenne et il y a toute la communauté des bailleurs de fonds. Madame Rouhamia a posé des questions. Que peut faire la coopération au développement? Ma réponse est claire. La coopération au développement ne pourra pas faire grand-chose si elle est seule. La coopération au développement, pour ne prendre que l'exemple de la Belgique, travaille avec d'autres ministères. En RDC, par exemple, ce qui est très important, c'est la paix et la sécurité. C'est-à-dire qu'un ministère de la coopération travaille directement avec un ministère des Affaires étrangères et ces deux travaillent directement avec un ministère de la Défense et un ministère de l'Intérieur. Et ces quatre ministères belges travaillent directement avec les ministères correspondants dans les pays partenaires. Donc la coopération, finalement, n'est qu'un des acteurs dans une pièce très compliquée. Dès l'instant où un processus électoral aboutit à un régime démocratique, on peut alors effectivement se poser des questions beaucoup plus précises sur comment consolider un état de droit, comment consolider les règles de respect de l'individu, de l'être humain. J'ai beaucoup aimé le fait que la personne qui m'a précédé ait souligné cette dimension d'humanité. Elle a dit la coopération est une coopération entre êtres humains. Le ministre de Dekker attache une très grande importance à l'être humain et tout particulièrement à son droit à la dignité. Ce terme peut paraître étrange, mais le droit à la dignité est le résultat d'une addition de beaucoup de droits. L'égalité des chances, la reconnaissance des identités, la reconnaissance des différences, tout ce qui finalement, au travers de toutes nos diversités, fait notre richesse lorsque nous sommes ensemble. La coopération, vue du côté belge, travaille donc en relation interministérielle. Mais la Belgique, même si elle est classée parmi les pays les plus riches au monde, n'a pas un budget qui permet d'aborder l'entièreté des défis de la coopération. Elle travaille dès lors directement en relation avec l'Europe. Et elle travaille directement également dans ce cadre européen en relation avec les instances internationales. Ce qui se passe actuellement en Afrique centrale est quelque chose qui implique des efforts internationaux. Et ce n'est pas uniquement la coopération au développement qui intervient. Je crois qu'au niveau de la Belgique, tant qu'au niveau européen, ce sont quantité d'outils différents qui concourent à ce que le processus électoral aboutisse en RDC, à ce que le processus d'après-élection auquel nous avons pu assister au Burundi aboutisse à un rythme de développement qui correspond aux aspirations de la population et à ce que la situation au Rwanda puisse évoluer également dans une situation où les citoyens peuvent réaliser leurs aspirations. Je vais m'arrêter à ces commentaires-ci, de façon à donner plus de temps aux orateurs qui vont me suivre
et je vais rester encore quelques heures parmi vous afin de pouvoir répondre à des questions plus précises que vous voudrez bien me poser après les exposés. Un grand merci. Mesdames et messieurs, pour vous dire que je ne suis pas spécialiste en matière d'économie et de la coopération. Même les spécialistes en matière ne pouvaient pas faire un exposé de 10 minutes pour tracer l'histoire de l'économie et de la coopération entre la Belgique et le Rwanda en 10 minutes. Excusez-moi. Mais peut-être qu'il n'y a que les génies qui peuvent le faire, moi je ne peux pas. Je suis spécialisé en matière d'anthropologie culturelle et de l'histoire africaine en général et rwandaise en particulier. Tout chercher en histoire, ne ferme pas les yeux sur l'économie. Tout intellectuel a les yeux ouverts sur ce qui se passe dans son pays. N'étant pas économiste, mais je connais ce que produit mon pays, ses ressources naturelles, et ce que ses importations et exportations, même